Coucou les coquinous. Vous savez quelle est la différence entre et A? Eh ben, quand il y a un toucher rectal, bah, juste un doigt en fait. Ouais, ça fait toute la différence. Et aujourd'hui, on va en mettre un troisième aussi. Hein. Allez, une petite triplette. Hein, petite review triplette, rien que pour vous. Générique. Alors, commençons sur les chapeaux de roue avec le très verdissant Swamp Things. Swamp Thing Green Hell, donc de Jeff Lemire et de Doug Mahnke. Donc c'est dans la collection d'ici Black Label. Hein. C'est un one shot, c'est plutôt cool. Et donc, de quoi s'agit-il? En fait, on est dans un futur incertain. On ne sait pas trop quand ça se passe, en vérité. Une chose est sûre, l'humanité a fait le con. Encore une fois, l'humanité a quasiment presque disparu, quoi. Et ils vivent sur des îlots. Là, visiblement, il y a une montée des eaux et tout, enfin un truc pas cool, hein, voilà, concrètement. Et donc, on a des petites communautés, enfin, on va s'intéresser au moins à une communauté, donc, dont un père et sa fille, quoi, qui, bah, en plus de ça, sont assujettis à la vindicte de pirates qui viennent les piller de temps en temps, enfin, c'est très, très particulier. Et donc là-dessus, bah, ces gens-là, ils ont envie de se révolter hein, contre les fameux pirates. Mais, mais, c'est sans compter avec le fameux Parlement. Hein. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Jeff Lemire et Scott Snyder, du mal sur ce coup-là, dis donc, ils ont mis en place une espèce de mythologie qui est vachement cool, qui met en lien donc Swamp Thing, Animal Man, et donc, ils partent du principe qu'il y a un parlement, en fait, qui dirige un petit peu notre réalité, qui dirige un petit peu l'équilibre de la Terre. Il y a la sève, donc, qui représente les végétaux, hein, dont le héros, en fait, le champion, est de Swamp Thing. Il y a le sang, donc, qui représente le règne animal. Là, pour le coup, vous l'aurez compris, c'est Animal Man, donc Buddy Baker à la base. Et enfin, la nécrose, qui se nourrit des deux autres, en fait. Donc, un espèce d'équilibre, en fait. Hein. Alors, si ça vous intéresse sincèrement, je vous invite à lire les runs de Scott Snyder sur Swamp Thing pendant le New 52 et à lire en parallèle le Animal Man, donc de Jeff Lemire, encore une fois, Jeff Lemire. Parce que les deux se marient, en fait. Hein, ils se croisent, il y a même un final commun. C'était, franchement, à mon goût, en tout cas, un des meilleurs, deux des meilleurs récits de cette période-là chez DC, très clairement. Quoi. C'est un récit un peu d'horreur. Et d'ailleurs, ici, on est face avec Green Hell, on est donc dans la continuité, en quelque sorte, enfin, la continuité, sur les mêmes bases mythologiques que avec donc ces deux runs-là, en ayant poussé le truc au paroxysme. Hein, voilà, l'humanité a déconné à fond les ballons, la Terre est complètement ravagée, donc vous aurez compris que le Parlement, il n'est pas content. Il n'est pas content. Et donc, en fait, ils en viennent, donc les trois, hein, la sève, le sang et la nécrose, en viennent à la conclusion que, eh ben, il faudrait peut-être faire une petite remise à niveau, hein, un petit restart, hein, histoire de. Donc, on nique les humains, voilà, on les balaye, et puis on repeuple après, hein, voilà, histoire de rééquilibrer le bordel. Donc bon, et ça commence d'ailleurs, hein, il y a des scènes tout à fait moches, enfin, je vais pas vous les montrer, mais ça commence à un petit peu le massacre. Et sur ces entrefaits, vous vous en doutez bien, eh ben, Swamp Thing, qui est dans l'absolu à ce moment, lui, il est bien, hein, il est tranquille, hein, il est dans un petit paradis avec l'âme de sa femme et l'âme de sa fille. Waouh, nickel, bah, voilà, il va être rappelé sur Terre. Je ne dis pas dans quelles conditions, mais ça vaut son pesant pas de cacahuètes, on parle, bref, c'est très très bien, c'est très bien foutu, très bien. Et donc il va évidemment, il va vivre ce truc-là. Voilà. Comment va-t-il se placer? C'était le héros de la sève. Est-ce qu'il va participer au massacre de l'humanité? Est-ce que il va aider? Est-ce que un truc entre les deux? Est-ce que pas? Est-ce que qui? Est-ce que quoi? On sait pas. Et pour savoir ça, bah, je vous invite à aller lire ce bouquin qui est, à mon goût, vraiment, vraiment pas mal du tout. Quoi. Au niveau scénaristique, hein, encore une fois, c'est Jeff Lemire.
avec tout ce que ça peut occasionner de gravité, hein, j'ai un pote à moi qui dit: «Oh là, il a une écriture, comment il dit déjà? Une écriture, non pas désespérée, enfin bref, pour vous dire, il a une écriture, où, bah, c'est la tristesse, hein, tout le temps, hein. C'est un peu vrai, c'est un peu surtout dramatique, en fait, hein, dans le principe, hein. Comment on est au bord de l'extinction de l'espèce humaine, on va peut-être pas non plus, commencer à danser, on a commencé à danser à droite à gauche. J'ai pas réussi à finir cette phrase. Ça veut dire que je vieillis. Par contre, bon, c'est un récit d'horreur, hein, clairement. J'en vois partout de ça, mais pour moi, c'est un peu Lovecraftien. Il n'y a pas du Cthulhu, mais il y a des créatures comme ça, tout à fait violentes, vous vous en doutez bien, mais particulièrement horribles, qui font des choses pas terribles, terribles aux humains dans le coin. Et c'est super bien rendu, super bien illustré. C'est très, alors paradoxalement, c'est moche, mais c'est beau, vous voyez? Et c'est comme ça. Non, non, vraiment, Doug Mahnke est véritablement très, très bien, très, très bon, hein. Il fait des petites choses comme ça, enfin, ça, c'est pas forcément, voilà. Alors imaginez les trucs un petit peu horribles, hein. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Pour ceux qui, écouteront sans regarder, tant pis pour votre pif, vous avez raté de l'image. Ouais, hop, tiens, regarde, pour les rendre un peu jaloux. Donc voilà. Bien aimé, bien aimé, hein. Ça se lit vite. C'est peut-être d'ailleurs un peu mon regret. J'ai lu ça vachement vite en fait. Mais c'est vraiment un bon récit d'horreur, euh, bien mené, bien avec. Alors il est hors continuité, hein, au sens où c'est pas tout à fait un Elseworld. Bref, c'est dans la suite directe, enfin, ou plutôt dans le même moule que le Wonder Woman, Death, je sais plus quoi, je me rappelle plus du titre. Oh, j'ai honte. Ou que le Batman, là, quand il est le dernier run sur Terre, dont le titre m'échappe. Je suis désolé, en mainstream, je n'ai pas suivi grand-chose ces derniers temps. Bah, celui-là, ouais. Swamp Thing, Green Hell, franchement, il vaut son prix. C'est beau, ça se laisse vachement bien lire, et c'est une bonne histoire d'horreur, et qui respecte bah, le cadre qu'avaient fixé initialement Lemire et Scott Snyder, avec cette histoire de sève, de sang et de nécrose. À lire. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ok. Et c'est à lire. Hop. Alors, je suis un bon fan de Walking Dead. Vraiment. Bon, évidemment, j'ai la série en comics total, j'ai les add-ons à Negan, l'étranger, tout ça. C'est vraiment une série qui m'a tenu à cœur pendant une bonne dizaine d'années. J'ai guetté la sortie de chacun des tomes, que ce soit en VO ou en français, parce que bah, je suis un connard de complétiste, et donc bah, j'ai un peu les deux. Euh, et c'est vraiment quelque chose bah, qui est tout un pan de mon histoire récente du comics, enfin pour moi, et que j'apprécie fortement, fortement, de chez fortement. À l'époque, j'avais fait aussi le jeu Telltale. Alors, l'éditeur Telltale a fait un jeu, donc ça s'appelle du Click and Point, je crois, où en fait, bah, voilà, il y a des scènes, où c'était d'ailleurs très inspiré bande dessinée, hein, c'était presque du Hadlar. Et concrètement, bah voilà, tu avais des scènes, et puis bah, fallait cliquer à tel endroit, cliquer sur tel truc, pour te sortir de tel ou tel bordel. Et on suivait notamment une jeune femme. Alors on suivait un homme qui est d'abord un prisonnier qui la sauvait, et on suivait cette petite fille qui s'appelle donc Clémentine. Eh bien, étant donné que la série de Kirkman, elle s'est arrêtée, hein. Il a eu les glaouages de dire à un moment, bah tiens, moi, ça me saoule, j'arrête tout ça. Enfin non, il a pas dit ça comme ça. Mais disons que voilà, il a su à un moment dire, stop, ça y est, c'est bon, on arrête. Chapeau bas à l'artiste, hein, quand on sait ce que ça pouvait rapporter comme pognon. Et bah oui, mais alors dans ce cas-là, on va pas laisser un vide quand même, ce serait triste. Et ben voilà, on nous a sorti donc un comics, donc sur les aventures de Clémentine, issu du jeu Telltale, encore une fois. Donc qui se passe après le dernier jeu en lui-même, hein. Donc elle a déjà un vécu, elle a déjà un background, et donc on va la suivre elle dans la suite de ses aventures. Alors que dire? Je suis vachement mitigé en fait.
Je suis vachement mitigé parce que, bah, d'un côté alors j'en attendais pas mal, hein, je me dis: «Ah c'est cool, à nouveau du Walking Dead, ça va être sympa, tout ça, tout ça, tout ça» et oui, mais non. Enfin oui, si, c'est du Walking Dead, hein, mais il y a pas cette atmosphère véritablement, oppressante, très apocalyptique, où l'humain est enfin si, ça essaye, mais, ça n'arrive pas à obtenir cette atmosphère très lourde où, voilà, où on le dit, hein, c'est un des sous-titres de la série, c'est, «Craignez les morts, ayez peur des vivants» ou un truc dans ce goût-là. Bah, on trouve pas forcément ça. J'ai pas eu ça m'a pas donné cette impression. C'est plutôt un récit à jeunesse, très sincèrement, hein. Alors, entendons-nous bien, hein, il y a toujours une petite dose d'horreur, il y a du mort-vivant et cetera. Mais, je sais pas, ça m'a pas donné l'impression d'être véritablement, orienté adulte comme pouvait l'être l'ensemble des productions de Kirkman, enfin l'ensemble des tomes que j'ai vus avant. Donc c'est Tilly Walden, qui est comment, qui est autrice et illustratrice, elle fait les 2. Pas facile à lire, hein. Donc on lui doit, des romans graphiques notamment, hein, que j'avais lus, que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle, Dans un rayon de soleil, c'est plutôt cool. Et elle est voilà, c'est une autrice tout à fait talentueuse, hein, il y a rien à dire là-dessus. Sauf que là, sauf que là, je m'y retrouve pas. Voilà, moi j'ai pas retrouvé ce que j'attendais d'un Walking Dead. Voilà, alors c'est moi, encore une fois, hein. Après, le récit n'est pas mauvais, hein, loin de là, hein, c'est pas du tout c'est pas tout pourri, quoi. Mais ça tourne beaucoup sur, des rapports humains entre adolescents et c'est un peu, ouais, ça se cherche. C'est long, c'est long. Alors, je vais quand même vous faire un petit picht, hein, le picht, tu veux le picht? Le picht, c'est le suivant, donc Clémentine, se barre, alors dans les derniers jeux, elle avait réussi à trouver un espèce de refuge dans une école, avec d'autres personnes. Elle avait, dans les épisodes d'avant ah tiens d'ailleurs, ça c'est un peu dommage, il y a pas le résumé, alors peut-être qu'ils veulent pas spoiler les gens qui veulent faire le jeu, mais il y a pas le résumé de ce qui lui est arrivé avant. C'est brut, c'est paf, tiens, prends ça dans ta gueule. Au tout début, bon, je spoil rien, c'est vraiment les premières pages. Elle veut se barrer, donc, hein, elle veut se barrer. Il y a un gamin qui dit non, non, reste, reste. On ne sait pas quel lien les attache si vous n'avez pas fait les jeux. On ne sait pas quel lien les attache, on ne sait pas pourquoi il est comme ça. On ne sait pas pourquoi il lui manque une guibole à ma mère Clémentine, hein, parce que là, voilà, donc voilà, on ne sait pas. Bon. Est-ce que ça manque au récit? Non, parce que la suite, c'est pas corrélé. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être été bien de nous dire, bah voilà, elle a grandi dans ce monde de morts-vivants, elle a perdu des gens, tout ça, voilà, elle en est là de sa life. Et là, bon, elle veut se barrer. Voilà, hein, c'est un peu ça. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des apparitions de certains personnages, comme le personnage dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est Lee, qui est le type qui l'a pris en charge quand elle était beaucoup plus petite. Et on le voit apparaître dans des espèces de flashbacks de rêves qu'elle fait. Ah, tu sais, voilà, tu comprends, tu dis, ah ouais, bon, d'accord, il l'a sauvé à un moment, et tu vois pas les tenants et les aboutissants de tout ça, tu vois, le rapport affectif qu'elle a avec lui, etc. On passe un peu à côté, c'est dommage. Après, c'est pas le corps même du récit, puisque ça va venir après. Donc, dans un premier temps, elle va croiser une communauté qui va lui permettre d'avoir une autre jolie guibole, en fait, et surtout de rencontrer un jeune Amish, qui a une roulotte, et qui, bah tiens, on va dans la même direction, parce qu'elle veut se barrer, elle, hein. Elle veut aller dans le nord, en fait, hein. D'ailleurs, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ça viendra après. Donc le jeune ami, je dis, bah moi aussi, je vais dans le nord, j'ai une carriole, t'as qu'à venir, tout ça, tout ça. Bon, les poches chaudes chaudes, bah, rapport humain, tout ça. Et puis lui, il lui dit, bah ouais, moi je vais dans le nord, je vais dans le Vermont, le Vermont et ses montagnes, magnifique, magnifique région. Je vais dans le Vermont parce que là-bas, il y a des mecs qui ont des avions et ils nous ont fait une démonstration et tout. C'est très intriguant. Donc ça va raconter le parcours de ces deux-là, hein, du jeune Amish, hein, qui s'appelle Amos, et de Clémentine en elle-même, hein, donc toute la défiance qu'ils ont l'un avec l'autre, jusqu'à ce qu'ils arrivent au pied de cette fameuse montagne où ils vont croiser, enfin ils vont rencontrer deux gamines, deux jumelles, donc qui vont leur proposer de grimper là-haut dans la montagne. Voilà.
Donc, je vous en dis pas plus que ça. Il y a des interactions qui vont se créer entre elles, il y a des inimitiés, il y a des voilà. Bon, que dire? C'est pas mal. C'est pas mal en termes de récit, mais c'est pas du Walking Dead comme vous l'avez déjà lu. Hein, pour les grands fans de Walking Dead, enfin même pour ceux qui aiment bien simplement. C'est pas le même niveau psychologique, c'est pas le même niveau de violence. Tu vois le truc là, alors l'avantage par contre, je pense, hein, si vous avez des mômes, que, Walking Dead les intrigue et que vous êtes pas supra chaud pour leur montrer ni la série, ni les comics de base, et ben ça, c'est une petite initiation cool, en fait. Parce que, ah, il y a le frisson, tu vois, il y a le frisson du mort-vivant qui est là, mais encore, il n'est pas souvent, pas ultra flippant. Mais il y a des relations, des rapports très, ouais, très adolescents, en fait, mine de rien. Et ça peut être intéressant, en fait. Je dirais que pour un môme qui a entre, allez, on va dire, 11 et, 11 et 15 ans, à la cuillère, on va dire, eh ben, ça peut être une bonne entrée dans le monde de Walking Dead. Ça, c'est un gros avantage. Je pense que c'est un gros avantage. Euh, c'est canonique. C'est canonique. Ça veut dire qu'on est bel et bien dans le vrai monde Walking Dead avec tout ce que Kirkman a pondu avant. Hein. Il y a rien à dire là-dessus. Hein. Il l'a reconnu. C'est publié aux États-Unis par Skybound, donc la maison d'édition de Kirkman. Hein. Donc, l'estampille Walking Dead, elle est bien là. Mais ouais, encore une fois, je crois que ça peut être bien cool pour un public un peu jeune, en fait, à mon goût. Euh, c'est un peu longuet pour un petit peu plus lourd pour un public un peu adulte et qui a déjà du Walking Dead derrière. Voilà, hein, c'est tout. C'est mon avis, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas que j'ai pas aimé, hein, on est bien d'accord. Hein, je suis pas en train de chroniquer un truc sur lequel je crache, hein, c'est pas ça. Je dis que en termes de récit, en termes de tout ce qui peut être contenu, même à la limite, même graphique, hein, même graphiquement, il y a des belles choses, mais on n'est pas sur un dessin aussi horrifique qu'on vous a. Alors, le cadre noir et blanc, hein, qui est la marque de Walking Dead sur les 34 tomes, est toujours respecté. Il n'y a pas un pet de couleur. Euh, quelque part, c'est bien, en fait, hein, pour le coup. Ça respecte au moins, ça respecte, pas au moins, ça respecte les codes graphiques. Mais bon, encore une fois, ouais, alors, je vais être franc, j'irai voir le deuxième parce que je suis un connard de complétiste. C'est comme ça. Mais ça, ça m'a pas renversé le slip. Tu vois, j'ai vérifié, les deux sont toujours dans le même ordre. Et la gauche est toujours à gauche, la droite est toujours à droite. Voilà, voilà, ça m'a pas secoué à ce point-là. Bon, écoute, allez-y, juste pour la découverte et pour les gamins. C'est pas de la merde, hein, encore une fois, Tilly Walden, pardon, elle est quand même lauréate de 2 Eisner, hein, c'est pas pour rien. Elle nous rend pas un travail de merde, hein, faut pas abuser. Mais bon, c'est pas ce que j'aurais aimé. Voilà, c'est tout. C'est juste ça en fait. Hein. Je crois que ça se trouve c'est ça. Ça se trouve c'est moi le con, sûrement. Parce que bah ouais, c'était mes attentes et mes attentes, bah, elles ont pas été entièrement et intégralement remplies. Bon, bah, bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à rien attendre. Peut-être que ça aurait été mieux. Il y a un tome 2 à venir. Donc bah voilà, on ira dessus. Et puis on verra bien ce que ça dit. Oui. Allez, le troisième. Alors attention là, on attaque un morceau, mes doudous. Ouf, ouf. T'as lu ça? T'as lu ça? T'as pas lu ça? Ça va pas, hein, hein. euh, Aerosmith. Aerosmith. Et alors d'entrée hein, de Kurt Busiek et de Carlos Pacheco. Le regretté, malheureusement, Carlos Pacheco. Bon, déjà, deux noms. Hein. T'as eu la couverture, s'il te plaît? Deux noms. Deux noms. Boum. Deux noms qui te mettent des tartes dans le pif à ne plus savoir qu'en faire. Kurt Busiek. Alors, Kurt Busiek, je le rappelle, c'est le papa, notamment, d'Astro City. Alors, en France, on n'est pas super bien loti en Astro City, c'est un peu con. Astro City, je sais même plus où j'ai foutu.
Enfin, en même temps, je sais pas où j'ai foutu quoi que ce soit. Tu me diras. Voilà. Je l'ai quelque part. Ah putain, il est là-haut. Merde. Je vous le montre ou pas? Non, on s'en fout. C'est là, c'est le métro City. Ah bah vous voyez pas, c'est carrément au-dessus. C'est Metro City, donc Astro City, pardon, n'importe quoi. Astro City, donc c'est un univers que Kurt Busiek a créé début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, où il reprend, c'est un univers super-héroïque en fait, dans une ville, Astro City en l'occurrence, où il va reprendre des personnages tels qu'un ersatz de Superman, une super famille à la Fantastic Four, voilà. Et ce mec en plus, alors, c'est une putain d'encyclopédie du comics. Le gars est incroyable. Et donc il va construire un monde, son monde en fait, Astro City. Alors, si vous avez l'opportunité de tomber sur du Astro City, il y en a en français. Il y en a, je crois que c'est Panini à l'époque qui avait à sous réserve. Je sais plus. J'ai joué à les éditions françaises, je ne sais plus ce que j'en ai foutu non plus. Je crois que c'est Panini qui avait sorti 2 ou 3 tomes. Un peu dommage parce que c'est vraiment, il y a des tonnes de trucs donc là-dessus. Il y a vraiment un nombre incalculable d'issues qui est sorti. Astro City, c'est vraiment de la bombinette. Je suis désespéré que personne veuille sortir ça, parce que c'est vraiment un travail de dingue. Donc, Kurt Busiek est fabuleux. Fabuleux, fabuleux. Et puis, on a Monsieur Pacheco quand même. Hein, Carlos Pacheco. Pour arranger le tir, et même Jesus Merino et Alex Sinclair qui viennent parachever un petit peu tout ça. Et ça donne du beau et du bon. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un monde de fantaisie. C'est un monde de fantaisie. En fait, on est en 1915, mais dans un monde où les dragons, les trolls, les nains, tous ces gens-là coexistent avec l'espèce humaine. Donc on est dans un look un peu début du XXe siècle, hein, vraiment très, très 1900-1920. Et on incorpore à ça, paf dans ta gueule, on incorpore à ça de la fantaisie, de la magie et tout ça. Et bien sûr, c'est la Première Guerre mondiale. Voilà. C'est la Première Guerre mondiale, où on a d'un côté les Prussiens, les gens de l'Est qui se foutent sur la gueule avec les Gaulois, et c'est pas la France. Hein. Le monde a véritablement été modelé d'une façon complètement différente. Hein. Je vous montre vite fait rapidement, il vous met. Oh, j'adore ça! Ils mettent des cartes, putain, c'est mon passé de rôliste. Et ils mettent des cartes où on voit la Gaule, la Britannie, la Prussie, le Tyrol-Hongrie, enfin voilà. Et de l'autre côté, hein, aux États-Unis, vous avez l'État d'Acadie, le Texas, Texas, c'est hispanique, le Dakota, enfin Newfoundland, etc., etc. Donc on n'est pas du tout sur les États-Unis, on a juste les colonies de base. Hein. Donc voilà. Et donc on est dans un monde, vous l'aurez compris, qui est géopolitiquement un peu différent. Et donc, on va suivre Fletcher, Fletcher Aerosmith, qui est un jeune américain qui décide de s'engager dans l'armée pour aller combattre sur le front en Europe. Et qui va s'engager donc enfin, oui, il va s'engager, il va dire autre chose. Il va s'engager dans un régiment qu'on appelle les aériens. Alors, qui sont les aériens? Les aériens, ce sont ceux qui remplacent les aviateurs, en gros. Hein. Mais pour ce faire, ils ne volent pas avec un avion, vous vous en doutez bien. Ils volent en s'accordant, grâce à des glyphes, le pouvoir d'un dragonnet, un petit dragonnet, qui leur donne donc la capacité à voler. Voilà. Et donc, ces mecs-là sont les aviateurs de l'époque, en gros, hein, et vont partir pour combattre comme le faisaient les aviateurs pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire un truc un peu vénère quand même, hein, c'était bien violent. Là, c'est ça, il y a des combats au corps à corps, des combats à l'épée dans les airs, quoi, tout à fait spectaculaire. Et donc, on va suivre ce fameux Fletcher Aerosmith, qui va découvrir à la fois ce monde militaire et militaro-magique, à défaut de mieux, et qui va donc découvrir également l'amour, un petit peu, coquinou, et puis progressivement les horreurs de la guerre, quand même. Hein, c'est
c'est assez rapidement des morts autour de lui parmi les gens qu'il connaît. C'est assez rapidement la désillusion par rapport à l'aspect très héroïque, très chevaleresque, parce que bah, c'est la guerre, quoi, mon pote. Hein. C'est plus tunique et mieux ça vaut, enfin plus tunique les gens et mieux ça vaut. Et puis même, alors lui, et ça c'est intéressant, parce qu'il y a une vraie démarche intelligente de la part de Busiek là-dessus, lui va découvrir, lui qui se croit évidemment dans le camp du bien, parce que bah voilà, vont délivrer les pauvres Gaulois de ces salopards de Prussiens. En gros, hein, je rappelle, qui sont évidemment horribles, ils mangent des bébés le matin, tout ça, tout ça. Et bah, il part avec ses idéaux, ces beaux idéaux nobles d'imposer, oui, imposer la liberté. Tu vois, imposer la liberté. Bref, de libérer les gens, etc., du joug de ces horribles Prussiens. Et il s'aperçoit, eh ben, que c'est pas si simple. Bon, vous en doutez bien, c'est un petit peu cliché, je suis d'accord, parce que bah, c'est un peu dans toutes les guerres que c'est comme ça. Hein. Évidemment qu'il n'y a pas de camp du bien, il n'y a pas de camp du mal, il y a juste des gens qui se foutent sur la gueule. Hein, la guerre, c'est surtout ça en vérité. Hein. C'est pas de savoir. Mais après, voilà, quand tu justifies la guerre en disant, bah moi je suis dans le camp du bien, mais c'est toujours ça. Hein. Je reste persuadé que même les pires des ordures pensaient être du côté des bons. Hein. Sinon, tu vis mal quand même, hein, le machin. Et justement, que se passe-t-il quand on commence à s'apercevoir, ou en tout cas à douter, que bah, finalement, on est chez les biens, chez les gentils, chez les bons, chez les... Oui, mais parce qu'il y a encore l'idéal de liberté et démocratie, etc. Mais d'un autre côté, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on est amené à faire? Qu'est-ce qu'il est toléré pour pouvoir assurer bah, justement le fait qu'on apporte la liberté à des peuples opprimés? C'est toute la question. C'est un livre de fantaisie, mais aussi un petit peu de réflexion sur le statut de soldat, sur ce que l'on peut découvrir en tant que soldat, de comment on le vit, etc. C'est fait sous la forme, c'est vachement bien foutu. Il y a une grande partie du récit qui est fait sous la forme d'une correspondance que fait Fletcher à ses proches. Il leur envoie des lettres. Donc, alors évidemment, tu as des scènes qui sont, t'as des pages où il y a de l'action, où ça parle entre personnages, évidemment, hein, bien évidemment, mais il y a aussi bah, tout un tas de scènes où on a des cadres hein, qui reprennent la correspondance donc de Fletcher auprès de certains de ses proches, où il leur parle de ses doutes, où il leur parle de ce qu'il vit en fait, hein, en tant que soldat, en tant qu'observateur de la guerre. Et putain, qu'est-ce que c'est bien écrit. C'est vraiment, vraiment bien foutu. C'est haletant, on sent l'angoisse de la guerre, on sent l'enthousiasme de base, vous savez, l'espèce de grand enthousiasme qu'on voit des fois sur certaines vidéos où on voit les jeunes de l'époque partir la fleur au fusil, heureux d'aller à la guerre. Et ben, il y a de ça là-dedans. On voit l'esprit de corps, euh, on voit ce qui peut advenir d'individus qui n'ont pas grand-chose en commun initialement, pas même une amitié, et finalement font corps au sein d'une unité militaire. Enfin, voilà, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Et puis il y a les horreurs de la guerre. Il y a l'angoisse qu'ont dû vivre les soldats pendant la Première Guerre mondiale, la nôtre, hein, j'entends. Ben non, on la retrouve bien. Il y a des horreurs absolument épouvantables. Et puis, malgré tout ça, putain que c'est beau. Mais bon, Pacheco, merde quoi, qu'il soit parti si jeune, pauvre homme. Euh, et puis, au-delà du fait qu'on ait perdu visiblement un être humain tout à fait remarquable, eh ben, on a perdu un putain d'artiste. Hein. Le gars fait des dessins magnifiques, que ce soit dans la magnificence, dans la grandeur, que ce soit dans l'angoisse, que ce soit dans la peur, que ce soit... Enfin, ce qu'il arrive à faire sortir sur les visages de ces personnages, c'est juste assez hallucinant, quoi, pour le coup. C'est vraiment, vraiment très, très, très bon. C'est mon gros coup de cœur, Aerosmith. Et pourtant, c'est une série qui est un peu vieille, parce que de mémoire, elle est 2004. Attends, je vous dis pas de conneries, je suis pas sûr de mon coup. Nanana, 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 la VO, ils mettent pas les dates, putain, font chier, ou c'est moi. Ici, 2000, tu vois, je disais du mal. C'est sorti chez Image entre 2003 et 2004, notamment. Notamment. Donc, eh ben, ça n'a pas vieilli d'un pet, mon gars. C'est vraiment très, très bon. C'est vraiment très, très bon.
Donc, il y aura un deuxième tome. J'ai numéroté un, donc je me dis, il y en aura au moins un deuxième. Mais jetez-vous dessus, hein. Je vous jure, s'il y a un truc à prendre ce mois-ci, c'est ça, hein. C'est juste magnifique. Voilà, voilà pour cette triplette. À trois, c'était Jérémy. Taquinou. Et puis, bah, j'espère que je vous aurai un petit peu aiguillé là-dessus, sur potentiellement des achats. Et puis, bisous, allez, bisous, bisous.